Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Climat scolaire tendu, manque d'attractivité, agression des personnels de l'éducation. Quelles sont les violences dont sont victimes les enseignants, et y compris au sein de toute l'éducation nationale? On en parle avec notre invité en première partie de notre émission. Pas toujours facile de se faire une place quand on est une fille, notamment auprès de ses frères et aussi à l'école. C'est l'objet du livre de Lisa Kerivel. Ce sera en seconde partie. Dans sa chronique, Guillaume Burn nous emmènera en Argentine où des dessins animés de propagande font polémique. Mais tout de suite, place à l'actu avec Guillaume. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Virginie. La parole se libère après l'affaire Betaram avec un nouveau nom sur la liste. L'établissement privé catholique de Moselle, Saint-Augustin de Bitche. C'est l'abbé Joseph Didlon qui est décédé depuis 2021 à l'âge de 85 ans. C'est un professeur de mathématiques dans ce collège qui aurait donc agressé sexuellement une dizaine de jeunes hommes en internat qui étaient entre la 6e et la 5e. On est sur une période 1960-1990. Ils ont subi des attouchements répétés de la part de ce prêtre. Et parmi les victimes, il y a Louis et Laurent, des événements qui se déroulaient notamment dans les dortoirs le soir. Écoutez leurs témoignages recueillis par nos confrères d'ici Lorraine. Moi, j'étais assez fragile au niveau ORL. J'avais des otites à répétition, Padijon, bleu de méthylène, c'est ce qu'il y avait à l'époque pour les maux de gorge. Et une fois que le bleu de méthylène était passé, c'était... tu peux maintenant baisser ton pantalon. Ce que je faisais, il descendait son visage au niveau de mon sexe et puis il tapotait les fesses. Ce qu'il y a après, je sais pas. Je pense que c'est peut-être un pas pour éteindre un certain feu, parce que ça éteindra forcément chez moi une certaine colère. Ce statut de victime dit... c'était pas de ta faute. Certains adultes responsables étaient au courant de certains faits, sans les cautionner bien sûr. Et à partir du moment où on a un soupçon, on protège. C'est aussi simple que ça. Alors il y en a un qui a été reconnu notamment victime et indemnisé financièrement. Sinon, Louis a entamé de son côté les démarches. La direction diocésaine de l'enseignement catholique de Moselle n'a eu de son côté à aucun moment fait savoir d'informations concernant ces abus commis par ce prêtre dans cet établissement privé catholique. Et on suivra l'affaire de très près, évidemment. Cette information qui nous amène au Portugal, 18 ans après la disparition mystérieuse de la jeune Madi, les recherches reprennent. C'est la police portugaise qui va donc mener une large, notamment démarche et ensemble de démarches dans cette enquête sur la disparition de cette fillette britannique en 2007. Des recherches, des perquisitions qui seront menées au moins jusqu'à vendredi dans le cadre d'un mandat émis par le ministère public de Brunswick dans le nord de l'Allemagne qui notamment dirige cette enquête préliminaire avec notamment Christian B qui est soupçonné par la justice allemande d'avoir tué donc Madeleine McCann. Retour en France après les 3 jours après les débordements en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Les premières peines sont tombées. Et 4 personnes ont notamment été jugées à Paris hier, âgées de 20, 22 et de 23 ans. Ils ont tous écopé de 3 à 8 mois de prison avec sursis, des heures de travaux d'intérêt généraux, mais également des stages en citoyenneté. Alors à la suite de ces peines, réaction et indignation du ministre de la Justice Gérald Darmanin sur X, le garde des Sceaux, qui évoque, je cite, des condamnations qui ne sont plus à la hauteur des violences que connaît notre pays. Il appelle à faire évoluer notamment radicalement la loi, notamment en supprimant les aménagements de peine obligatoires, de supprimer le sursis, de mettre en place par une loi une condamnation minimum systématique, par exemple 3 mois de prison ferme minimum pour toute agression envers un représentant de l'État ou encore des amendes qui sont plus élevées. Au total, on rappelle que lors de cette soirée, il y a eu 491 personnes qui ont été interpellées entre la nuit de samedi à dimanche. 79 rien que dimanche, un chiffre qui est inédit, a fait savoir Laurent Dunez, le préfet de police de Paris. Direction Béziers, où le maire Robert Ménard étend son couvre-feu aux mineurs de 15 ans. C'est un nouvel arrêté qui a été pris et qui interdit donc aux enfants de moins de 15 ans de circuler seuls la nuit entre 23h et 6h du matin dans 3 quartiers prioritaires de la ville. Une interdiction qui s'applique toutes les nuits jusqu'au 30 septembre prochain et même pendant les vacances scolaires. Une mesure qui a été saluée par les habitants qui se disent inquiets. C'est le cas de Martine et de André, témoignages recueillis par nos confrères d'Europe 1.
Je sors pas la nuit maintenant, c'est fini. Ils sont là à attendre le client sur des chaises. Une fois, j'ai dû ramener un ami et aussitôt ils sont arrivés. Vous fumez. Ils sont après le client quand même. Hein. Et on se dit mais ils sont à l'école normalement, au collège. Et j'ai la trouille. À partir de 8h15 le soir, ils sont avec les scooters sur de route. Le code de la route, ils s'en tamponnent royalement. Ça, il faudrait que ça me finisse. Hein. Ce sont des gamins et qu'au fond les parents. Et alors, en cas de non-respect de cette interdiction, eh bien, les jeunes s'exposent à une amende de 35 € et en cas de récidive, 150 €. On parle des réseaux sociaux à présent avec une réunion hier entre Aurore Berger et les représentants des plus grandes plateformes. Avec Meta, Snapchat, TikTok ou encore Instagram, Twitch, YouTube, X dans le bureau de la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes avec sur la table de nombreuses questions et surtout des réponses attendues sur l'obligation de modération des contenus haineux sur leur plateforme. Écoutez justement la ministre, c'était ce matin. Pendant longtemps, ils ont été considérés comme de simples hébergeurs techniques. En clair, ils étaient responsables de rien et ils se rangeaient derrière cette irresponsabilité en disant « c'est pas nous, c'est les uns et les autres, les hommes et les femmes qui publient des contenus ». Non, ils sont aujourd'hui considérés comme responsables des contenus. Or, qu'est-ce qui se passe ? On a des modérations qui sont particulièrement défectueuses. Il suffit d'aller sur n'importe laquelle de ces plateformes pour voir des milliers et des milliers de comptes d'incitation à la haine, de racisme, d'antisémitisme, de haine LGBT, de cyberharcèlement à l'encontre de nos enfants et de nos adolescents, de violence à l'encontre des femmes, parce que sur le champ des violences, les femmes sont encore plus ciblées que n'importe quelle autre catégorie, malheureusement. Donc la modération, des règles qui ne sont pas claires. On ne peut pas avoir un permis à avoir des propos racistes ou antisémites. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est une fois, 2 fois, 3 fois, et ensuite on avise. Ils ne peuvent plus se ranger derrière l'irresponsabilité, et il faut des règles claires. Et les plateformes ont jusqu'au 14 juillet pour apporter justement des solutions, des réponses claires. Sinon quoi, elles pourraient être sanctionnées à hauteur de 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Et puis Guillaume, la ministre s'est exprimée sur la question de l'âge pour accéder aux réseaux sociaux. Une majorité numérique dès l'âge de 15 ans, c'est le souhait du gouvernement qui a été réaffirmé ce matin par la ministre. 15 ans, c'est l'âge aussi qui est souvent dans la loi sur la question du consentement. C'est à l'âge auquel on considère qu'on est suffisamment libre pour faire des choix qui sont importants dans une vie. Donc je pense que ça aurait du sens. C'est l'engagement qu'on a pris avec le président de la République. Ça veut dire qu'il faut qu'on y arrive au niveau européen. Mais c'est un combat sur lequel on commence à être rejoint par de nombreux pays parce que je pense que 100% des parents qui nous écoutent voient le fléau majeur sur la santé de leurs enfants, sur la santé mentale, sur les représentations que nos enfants et donc les incidences majeures que ça a sur notre société. Et cette question sera débattue ce vendredi au sein de l'Union européenne avec une réunion interministérielle à l'initiative de la Grèce qui propose donc à ses 26 membres un ensemble de mesures pour limiter l'utilisation justement des réseaux sociaux chez les enfants et les adolescents. On sait que la France et l'Espagne ont déjà ratifié ces propositions. Un mot de Parcoursup. 2/3 des lycéens inscrits ont reçu au moins une proposition d'admission pour les études supérieures. C'était l'objectif du ministre, on en avait parlé ici même. Et oui, des chiffres qui sont similaires par rapport à ceux de l'année passée, alors qu'il y a 35 000 candidats supplémentaires à l'ouverture de la plateforme, donc hier à 19h. Plus de 2 millions de propositions ont été faites aux candidats. On le rappelle, cette phase d'admission va se tenir jusqu'au 10 juillet. Et pour accélérer la procédure, les candidats qui ont des vœux en attente pourront les classer par ordre, mais ça va se faire dans un délai assez court, au moins jusqu'au 10 juin prochain. Et pour terminer, hier s'est éteint à l'âge de 93 ans l'historien et éditeur Pierre Nora. Et membre de l'Académie française depuis 2001, il a fondé et dirigé la revue intellectuelle Le Débat. Pierre Nora a surtout été l'un des grands noms de l'édition, notamment chez Gallimard, où il a créé et dirigé plusieurs collections de références en histoire et en sciences humaines. Il a édité 700 ouvrages pour cette maison. Il est aussi connu comme étant le maître d'œuvre d'un ouvrage qui fait référence sur l'identité culturelle et historique de la France, Les lieux de mémoire, avec 3 tomes sortis en 84, 86 et en 92 sur la République, la Nation ou encore les France. Hommage ce matin, c'était sur France Inter, d'un autre académicien, Pascal Horry. Au départ, le personnage le plus impressionnant qui soit pour un jeune historien. Il y avait une autorité, j'allais dire naturelle, donc complètement culturelle. Et puis, il était pour moi à la fois l'historien qui nous donnait des outils de compréhension, d'intelligence historique, mais c'est un médiateur, ça c'est pas donné à tous les historiens, un grand médiateur via, citons le nom, la maison Gallimard, créateur d'objets extraordinaires comme la bibliothèque des histoires, la bibliothèque des sciences humaines aussi, et puis troisièmement, c'est un intellectuel de la grande tradition française avec la création de la revue Le Débat. Donc c'est beaucoup pour un seul homme, et je pense qu'il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire française de l'histoire.
La ministre de la Culture, Rachida Dati, salue de son côté son œuvre immense qui, je cite, continuera longtemps d'irriguer notre manière de penser l'histoire. Merci Guillaume pour ces informations. Perte de sens, harcèlement, santé physique et mentale en déclin. Les professeurs comme le personnel de l'éducation vit une crise inédite, un sujet sur lequel de nombreuses associations alertent depuis longtemps, à l'instar de Helpen. On reçoit son président. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir à nouveau Guillaume Delaby. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Helpen. Le 6 mars 2025, on l'avait déjà évoqué ici, mais le Sénat a accepté la proposition de loi visant à renforcer la protection des enseignants victimes de violences, à mieux sécuriser les écoles aussi et à responsabiliser les parents. Donc 3 grands sujets dont on va parler ensemble, Guillaume Delaby. On parle beaucoup de santé mentale des jeunes et c'est vrai qu'on se préoccupe assez peu finalement de celle des enseignants ou du personnel de vie scolaire, du personnel de la vie éducative. Est-ce qu'on a raison déjà de tirer la sonnette d'alarme ? Oui, je pense qu'on a raison de tirer la sonnette d'alarme. On n'a pas beaucoup de chiffres, mais par exemple, si on s'intéresse aux secrétaires dans les administrations telles que les rectorats, en tout cas les secrétaires dans l'éducation nationale, on est à 50% de très très grands malaises, de très grandes souffrances, souvent dues à des cas de harcèlement moral entre collègues. Ça, c'est quelque chose qui a été relaté dans un quotidien il y a quelques mois maintenant. Et le problème est qu'on n'a pas de statistiques pour savoir où on en est parmi les personnels. C'est-à-dire que pour les professeurs, des professeurs qui déclareraient des cas de souffrance au travail qui seraient dus à des faits approuvés encore, mais à des faits qu'on pourrait ressentir comme du harcèlement moral, aucune statistique n'existe. Nous, on estime qu'elle a doublé, ça a doublé à peu près en 5 ans. On est passé de 10 à 20%. 20% des professeurs, ça fait quand même 160 000 agents. Ça commence à poser un sérieux problème. Et la grande surprise de notre association, qui n'a pas encore un an, on a été contacté par un très grand nombre de proviseurs. Et là, on a aussi été extrêmement surpris de savoir que les proviseurs souffrent énormément. Et quand on demande au syndicat des proviseurs, donc le SNPDEN, de parler de cela, c'est le grand silence. Il n'y a personne pour en parler. Alors, pourtant, sur ce plateau, franchement, on a abordé le sujet déjà avec des membres du SNPDEN-UNSA et on sait à quel point c'est douloureux pour tout le monde. Mais ce que vous venez d'aborder, mais vous avez parlé d'une chose dont on parle pour le coup très très peu, je trouve, c'est qu'il y a effectivement le personnel de l'éducation nationale est extrêmement large. Extrêmement large. Donc souvent, on parle des professeurs ou des personnels de vie scolaire, mais on parle assez peu, effectivement, des professeurs d'une part, mais surtout, vous l'avez dit, des secrétaires ou des personnels d'administration de l'éducation nationale. Oui, alors parmi les secrétaires, ils souffrent énormément peut-être d'un manque de considération de la part de leur hiérarchie, de très grandes difficultés à gérer les multiples tâches qu'ils ont en responsabilité. Mais c'est quoi, c'est le millefeuille administratif encore dont on parle tout le temps? Qu'est-ce qui fait qu'il y a 10 ans on n'en parlait pas et aujourd'hui on en parle? C'est parce que justement on en parle, ou est-ce que c'est qu'il y a une différence réelle de traitement du personnel? Je n'ai pas tellement de réponse à cette question. Je pense qu'on en parle davantage et que peut-être il y a une prise de conscience qui commence à s'installer, mais cela reste encore extrêmement tu. Pourquoi? Parce que les agents eux-mêmes qui souffrent, alors qu'ils soient proviseurs, qu'ils soient secrétaires, qu'ils soient professeurs, se taisent. Alors l'UNSA ou le SNPDEN peut dire ce qu'il veut, mais aucun proviseur accepte de témoigner à visage découvert parce qu'il y a toujours cette sacro-sainte loyauté qui devient une sorte de loi du bâillon pour forcer les gens à ne pas exprimer. Et l'éducation nationale a cette fâcheuse tendance à contrôler le récit plutôt que d'essayer de regarder avec honnêteté un problème qui est un problème collectif. Il y a 1 100 000 agents quand même, ça fait énormément de monde, c'est le plus gros employeur de France. Je pense qu'il faut à un moment mettre peut-être les cartes sur table et permettre au personnel de s'exprimer, quel qu'il soit. C'est peut-être ça la différence. Oui, bien sûr. Quand on imagine les professeurs ou les proviseurs, les personnels de vie scolaire, ils sont, si je puis dire, sur la ligne de front, quoi. Ils sont en ligne de mire, effectivement, la situation. Quand on parle des personnels, effectivement, de l'administration, donc qui sont peut-être au sein des ministères, au sein des rectorats ou autres, c'est un petit peu différent. Et donc, j'aimerais comprendre quel est, effectivement, le ressenti de ces personnels-là dont vous parlez, puisqu'on parle de santé mentale. On a un ressenti extrêmement individuel. Alors, il faut bien comprendre que dans les rectorats ou carrément à l'administration centrale, les agents qui souffrent de telles situations sont extrêmement réticents à parler.
même sous couvert d'anonymat, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir être facilement identifiés au sein d'un rectorat, au sein, encore une fois, de l'administration centrale. Il est assez facile de reconnaître un agent harcelé. Mais qu'est-ce qui est reproché? C'est-à-dire qu'en fait, c'est le nombre de réformes engagées, la différence, la succession des ministres de l'Éducation. On a à peu près, je crois, entre 7 et 8 maintenant. Voilà, 7 depuis Blanquer, enfin l'avènement de Blanquer. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui explique cette situation? Alors, il y a une surcharge de travail. La surcharge de travail, je ne connais aucun agent de la fonction publique qui rechigne à travailler. C'est-à-dire qu'on a effectivement beaucoup de travail, de très nombreuses réformes. Certaines sont louables, il n'y a pas de problème. Il faut bien faire une distinction entre la souffrance au travail et un management brutal. Il peut y avoir de la souffrance au travail parce qu'on est submergé, et beaucoup de professeurs, beaucoup de secrétaires et énormément de proviseurs sont concernés par cela. Et d'un autre côté, il y a des agissements délictueux, parce que le harcèlement moral est un délit, de quelques agents qui sont probablement une minorité, et l'Éducation nationale est réticente à détacher la faute de ces agents du service, et donc il est impossible, ils sont intouchables. Ils sont intouchables parce qu'on ne peut pas attaquer l'administration à moins de partir dans des procédures qui prennent des années, sans même parler de la réputation qu'on va briser si on ose s'exprimer. Cela étant, ce n'est pas non plus la quantité de travail qui cause cela. C'est bien une question de management, comme on a d'ailleurs dans le secteur privé. En fait, ce que subit l'Éducation nationale n'est pas tellement différent du secteur privé. Le harcèlement moral, c'est ce que je vais vous poser comme question. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve effectivement dans tous les autres domaines, à la fois du secteur public et privé, ou pas? Oui, complètement. C'est exactement la même chose. La jurisprudence France Télécom, avec ce qui s'est passé il y a quelques semaines, serait quelque chose d'encourageant si on pouvait l'appliquer à la fonction publique. Or, l'Éducation nationale ne se comporte pas comme un employeur comme les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecine du travail. Il n'y a pas à proprement parler de projets ambitieux de prévention des risques psychosociaux. Je voyais encore là dans l'académie de Aix-Marseille ce matin un vague courriel qui dit allez, on va faire une belle réunion. Risques psychosociaux, pas un seul mot sur le harcèlement moral entre personnel. Alors que ça y est, on commence à en parler un petit peu. Et on se retrouve donc avec des situations où il n'y a aucune coordination au niveau national. Et le harcèlement moral est quelque chose d'absolument général, en tout cas dans la fonction publique, et particulièrement dans l'éducation nationale. Ce sont les mêmes méthodes. Pourquoi y a-t-il 30 rectorats qui vont gérer de 30 façons différentes des processus de signalement, par exemple? Ça n'a pas de sens. On est allé donc à la Direction générale des ressources humaines et ils nous expriment leur difficulté à mettre en place un dispositif national. Bon, c'est un début. Au moins, déjà, ils nous ont répondu. Ils vous ont répondu. En 2019, je crois, ou 2018, vous avez déjà réagi au hashtag pas de vague. Est-ce que vous avez l'impression que ça a évolué quand même, qu'on en parle davantage, ou on est toujours dans cette logique de, si c'est pas une omerta, en tout cas, c'est un silence assourdissant? Ça s'est aggravé. Enfin, selon moi, voilà, président de l'association, je pense que ça s'est aggravé. Maintenant, en fait, certains médias commencent un petit peu à relayer certaines histoires qui sont scandaleuses. Par exemple, dans l'Académie de Créteil, qui là brille par ses méthodes originales, on peut avoir 14 professeurs qui se font prendre en photo par la presse, et ils vont être convoqués à la police parce que le proviseur ou le directeur de l'école a porté plainte contre eux. Pourquoi? Déloyauté. J'ai également d'autres établissements. Alors, on a une liste complète, voilà, mais Châlons en Champagne, il y a des plaintes il y a des plaintes pour diffamation. Alors ça, c'est le grand classique de l'éducation nationale, dès qu'on parle, plainte en diffamation. Alors contre monsieur le prof, mais pas seulement contre monsieur le prof, contre des dessinateurs qui, dans certains médias, racontent l'histoire de personnel harcelé. À Montévrain, à Noisy-le-Grand, à Pantin, des agents font part d'un management toxique de leur direction. Ils sont mutés d'office, mais sans aucune forme de procès. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Quand on dit muté d'office, ça veut dire muté en plus proche de chez soi ou proche vraiment non, c'est-à-dire à 50, 60, parfois 300 km? Non. Certains agents, alors c'est le grand débat. Est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est vraiment une volonté de nuire? Il y a débat. Il peut y avoir une façon incompétente de déplacer un agent dans l'intérêt du service ou véritablement volonté de lui nuire et de lui rendre la vie impossible. Malheureusement, là, les agents ont l'air de s'en plaindre. Donc, ils ont l'air quand même d'avoir... Et puis, ils avaient leurs élèves, ils avaient leur environnement. C'est quelque chose qui... Professeur, je ne suis pas totalement certain, par exemple, professeur, ce soit un métier. Je pense qu'il y a vraiment un côté de passion là-dedans. On parle toujours, vous savez, d'éros. Le Platon disait, le bon professeur a de l'éros. Il a de l'éros, il a donc de l'amour pour sa matière, et il a de l'amour pour ses élèves, pour son public. Et on se retrouve avec des gens qui cassent ça, mais et en plus de la plus grande lâcheté, parce qu'ils se cachent derrière l'administration, ils rendent l'État responsable d'agissements harcelants.
D'accord, donc pour vous, ce n'est pas l'État, finalement, c'est ceux qui sont entre l'État et le personnel de l'éducation? Alors, ma seule loyauté est envers l'État. C'est-à-dire que moi, je suis également donc fonctionnaire, je suis professeur dans le secteur public. Ma loyauté est envers l'État, le public. Nous sommes payés par le public et donc nous devons comme disait Blanquer, un fonctionnaire doit fonctionner. Eh bien, pas de problème, on aimerait bien fonctionner. Et je pense qu'il faut impérativement détacher la faute de ces agents. Par exemple, tel DRH qui est promu secrétaire général d'académie, j'ai plusieurs cas, des DRH qui sont signalés pour des agissements absolument incroyables de ce qu'on lit, en tout cas dans les dossiers de nos adhérents, et ils sont promus secrétaires généraux d'académie, donc ils deviennent absolument intouchables. À croire que l'incompétence leur fait monter les échelons jusqu'au plus haut, je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'incompétence. Ce n'est pas une vérité suffisante pour expliquer le phénomène. Mais alors justement, parce qu'on est là pour essayer de comprendre justement et décrypter avec vous, Guillaume Delaby, ce qui se passe réellement dans l'éducation nationale et ce qui se passe aussi profondément chez nos professeurs qu'on aime tant, qui nous ont fait grandir, qui nous ont appris plein de choses, avec toutes ces personnes qui se dévouent pour l'éducation nationale. Bien sûr qu'il y en a un ou deux qu'on aime moins, et ça sera dans tout comme ça, mais on est là pour comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que là, je suis un peu pour reprendre l'expression, parce que je me dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un système administratif qui est trop lourd, qui est trop pesant, où chacun finalement tire les ficelles à soi pour pouvoir essayer de s'en sortir. C'est quoi le poids de cette situation? Alors le poids de la situation est que effectivement l'administration de l'éducation nationale souffre d'une très grande inertie, voire même inaction. Quand c'est de l'inaction, je pense qu'on est de l'ordre de la faute individuelle de l'agent. Si c'est de l'inertie, c'est que le système ne fonctionne pas. Je pense, je ne suis pas le seul en tout cas au sein de l'association, je pense qu'il faudrait réformer un certain nombre de dispositifs pour que, par exemple, un agent qui subit des faits harcelants n'ait plus jamais à solliciter la justice. On est en train d'encombrer des tribunaux administratifs et également dans des affaires pénales. On encombre les tribunaux d'affaires absolument invraisemblables que les magistrats sont très réticents à juger parce que le harcèlement moral, public comme privé, c'est extrêmement difficile à prouver, c'est extrêmement difficile à comprendre. Et d'autre part, on a une administration qui a donc une trentaine de rectorats qui fonctionnent d'une trentaine de façons différentes. Nous, on essaie de faire force de proposition, puisque on a l'impression que c'est le bateau ivre. Donc, on essaie de solliciter le ministère de l'Éducation nationale, et puis, abonné absent, personne ne répond. On écrit 2 courriers par mois à l'Éducation nationale. Alors la DGRH nous a répondu le jour du départ du DGRH, qui partait pour la fonction publique. L'honneur est sauf. Mais pour le reste, personne ne nous répond. On est force de proposition et nous, ce qu'on voudrait, dans notre cas, on voudrait siéger dans des enquêtes internes qui permettraient de tout de suite désamorcer les bombes. Le harcèlement moral se gère d'autant bien qu'il est géré tout de suite. Mais pour qu'il soit géré tout de suite, Guillaume Delaby, vous le dites vous-même, il faudrait qu'il soit pris en compte, il faudrait que ce soit reconnu comme tel. En fait, il faut que les proviseurs soient bien formés. Je renouvelle ma proposition au SNP2N de les former. Ils n'ont pas l'air de savoir former les collègues. Mais vous le dites vous-même, excusez-moi, mais même les proviseurs eux-mêmes ne vont pas bien. Vous le dites, certains viennent vous voir en disant ça ne va pas. Donc en fait, cette situation, elle est globale et générale. On parle de formation, je l'entends tout à fait, et bien sûr qu'il la faut, mais est-ce que c'est pas bien plus large et grave comme situation que de se dire que c'est une question de formation? Bien sûr. Alors nous, on ne veut surtout pas justement déprimer d'abord le public parce que c'est très très dur d'entendre que l'éducation nationale. Non, mais on parle de réalité, on parle pas de déprime. Mais si on parle de la réalité, il faut impérativement former les personnels à identifier une situation qui va devenir une situation de harcèlement pour essayer de peser le pour et le contre, et pour ça, il faut bien sûr une médiation. Et en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un système de médiation qui soit complètement externalisé, afin d'éviter tout copinage, afin d'éviter tout déséquilibre entre une personne qui souffre et une autre personne qui souffre, ou une autre personne qui éventuellement agit de façon inappropriée. Mais on pense qu'au départ, il faut tout simplement une médiation. Il faut que ce soit extrêmement réactif. Il ne faut pas que ce soit une sanction, il faut que ce soit quelque chose qui soit géré de façon sereine. Et le problème, en fait, c'est que ça n'est pas du tout géré et ça aggrave le problème. Finalement, ce dispositif phare dont on a beaucoup parlé pour les élèves, il faudrait l'instituer pour les profs, enfin pour les personnels de l'éducation? Je ne sais pas. En fait, j'aimerais bien pouvoir dire que le dispositif phare fonctionne, mais je ne vois pas comment on peut gérer le harcèlement des élèves, le harcèlement scolaire,
si les adultes qui les encadrent ne sont même pas capables de gérer leurs propres problèmes. Ça n'a pas de sens. L'éducation nationale ne peut pas prétendre prendre à bras le corps le problème du harcèlement scolaire, qui est une souffrance énorme pour des jeunes, et ça va les suivre toute leur vie. On ne peut pas prétendre faire ça si on n'est même pas capable de gérer la cour de récré, passons à l'expression, de collègues qui s'écharpent ou qui ont des sortes de querelles. Et qui n'en peuvent plus. Cette situation dont vous parlez, de santé mentale du personnel de l'éducation de manière générale, qui est très grave, qui devient vraiment très pesante. Vous parlez d'une omerta qui a empiré depuis 2019 et le hashtag pas de vague. Est-ce que vous pensez qu'elle participe d'une forme de honte générale avec cette idée qui est propre au métier d'enseignant, ce préjugé de ils sont tout le temps en vacances, on ne comprend pas pourquoi ils n'iraient pas bien, finalement, ils ont un métier facile. Vous savez, ces phrases qui reviennent tout le temps là. Bien sûr, tout à fait. Et en fait, je connais encore une fois peu de professeurs ou peu d'agents de l'éducation nationale qui jettent comme ça l'opprobre sur le public en disant mais non, on travaille. Oui, les professeurs travaillent énormément, mais les professeurs ont un autre rôle. Ce que peut-être le public a du mal encore à appréhender, c'est la responsabilité de personne publique qu'est un professeur. Comme vous le dites, on a des bons professeurs, des mauvais professeurs, après tout. C'est normal d'avoir des différences de caractère et d'avoir des gens avec qui on aura moins d'affinité ou d'autres. Ça, ce sont des petites différences interpersonnelles. Mais il faut bien comprendre que les professeurs se sentent déconsidérés, pas tant par les élèves ou par leurs parents, qui peuvent également leur reprocher d'avoir beaucoup de vacances. Ils sont déconsidérés par l'institution elle-même. Et c'est probablement ça la grande trahison. Et le sentiment, en tout cas, de trahison que subissent énormément de personnels. Encore une fois, proviseurs, professeurs, CPE, AESH, tous les personnels de près ou de loin sentent ce manque de considération. Et en fait, il faut bien comprendre aussi qu'une administration, ça ne lui coûte pas plus cher d'être bienveillante. En d'autres termes, que l'administration ait de l'autorité pour faire fonctionner un pays de 70 millions de personnes, et notamment l'éducation nationale, qui est donc le moteur du pays pour nous, hein. Ce n'est pas une question d'autorité, comment dire. La seule autorité que nous, les professeurs, on reconnaît, c'est l'exemplarité. Et on se retrouve avec une forme d'autorité qui est de l'autoritarisme. Pardon, ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas s'adresser aux profs. Et les profs savent s'adresser aux élèves en leur disant l'autorité, c'est l'exemplarité. Comment un professeur peut être crédible auprès de ses élèves s'il n'est même pas capable de gérer les conflits interpersonnels avec ses collègues? S'ils n'ont rien compris, comme vous le dites, on explique aussi la désertion de ce métier? Il y a malheureusement une désertion de ce métier. Alors notre camarade, Rémi Boyer de l'association Aide aux profs, lui, il fait de la reconversion de professeurs. Oui. C'est un de ceux qui nous a aidé à solidifier un petit peu l'association il y a bientôt 1 an. Et lui-même nous dit, mais parmi les agents qui veulent se reconvertir, parfois les rectorats sont réticents à les laisser partir. Et donc, on se retrouve dans des situations complètement absurdes où même ceux qui veulent partir ne peuvent pas partir. Ils vont avoir beaucoup trop à perdre. Ils sont retenus par quoi? Qu'est-ce qui les retient? Ils sont retenus par exemple, des refus d'indemnité de départ. Ils sont retenus par un inconfort énorme qu'ils auront à partir, même provisoirement. Par exemple, j'ai le cas de ce collègue qui a voulu partir 1 an, mais pour un congé, c'était un congé pour des affaires familiales. Il avait des difficultés familiales. On lui a promis monts et merveilles en disant « Vous allez retrouver votre poste, vous inquiétez pas ». Bien sûr. Un an après, c'était fini. Sachant que sur le déclaratif, ils sont à peu près 51% à dire des enseignants qu'ils sont prêts à changer de métier. Donc vraiment, ce n'est pas du tout anodin. Vous avez les mêmes chiffres que moi, ça a doublé en 7 ans. Voilà. Juste un dernier petit mot sur le manque d'accompagnement de ces profs. On en parle, puisque effectivement, de ce personnel d'éducation, puisque c'est beaucoup plus large. Ils n'osent pas parler, vous l'avez dit. Quand ils en parlent, c'est compliqué. Mais surtout, c'est auprès de qui? Qui sont finalement leurs référents? Eh bien, c'est là que nous, on pense que l'éducation nationale n'est pas un employeur comme les autres. Il n'y a pas de médecine du travail. C'est quand même étrange qu'il n'y ait pas de médecine du travail à proprement parler pour l'éducation nationale. Il n'y a pas de dispositif national de risques psychosociaux. Il n'y a pas de formation des personnels, en tout cas pas de formation digne de ce nom, pour des conflits avec les élèves. Attendez, quand vous dites qu'il n'y a pas de médecine du travail, c'est-à-dire que c'est une formule que vous dites ou c'est une réalité? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de visite médicale? Non, les visites médicales ont lieu, à ma connaissance, elles avaient lieu 1 fois en début de carrière. Moi, je n'ai pas eu... Et pourtant, il m'est arrivé des horreurs à l'éducation nationale. Je n'ai pas eu une seule visite médicale en 5 ans depuis que j'ai eu mes premiers soucis. La dernière visite médicale que j'ai eue date de 2009. Je n'ai jamais eu de visite médicale depuis que j'ai réintégré le ministère de l'Éducation nationale, sachant qu'avant j'étais au ministère des Armées, et là il y avait une visite médicale par an.
Donc comme quoi, il y a bien quand même une différence. Au ministère des Armées, on a une visite médicale par an. Là, je sais que le trésorier et le secrétaire de l'association n'ont pas eu de visite médicale depuis plus de 15 ans. Les seules visites médicales qu'on a eues, c'est des visites d'expertise d'experts judiciaires pour essayer de faire valoir nos droits quand on tombe malade à cause de cas de harcèlement que personne ne veut gérer. Eh bien, on va se laisser là-dessus, Guillaume Delaby. Alors, revenez vite dans quelques mois avec des bonnes nouvelles et avec une écoute, s'il vous plaît, de l'État et des différents rectorats que vous avez suscités. Merci beaucoup, enfin auxquels, en tout cas, desquels vous êtes rapprochés. Merci beaucoup, d'être venu sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes président de l'association Helpen. Merci. Merci encore. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Lisa Kirivel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes autrice de La fille invisible, parue chez Talent Haut. La fille invisible que vous avez donc écrit et l'illustration sont de Gwenaëlle Daumont, c'est ça? Alors, tout démarre avec 4 frères et sœurs qui illustrent à merveille les clichés qu'on retrouve souvent dans les familles, c'est-à-dire il y a tous les profils, quoi. Le bosseur, le je m'en foutiste. On retrouve un peu ça partout finalement. Je ne sais pas si c'est partout, j'espère que non, étant donné que les frères ont tendance à prendre un peu beaucoup d'espace au sein de la famille. Et donc il y a leur petite sœur qui trouve justement qu'elle n'a pas sa place, au sens propre comme au sens figuré. Vous n'avez pas l'impression que les petits frères ou les grands frères prennent de la place quoi qu'il arrive? J'en suis absolument convaincue. Ah oui. C'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. Et c'est ce qui provoque après, on pourra y revenir, des comportements sur l'espace public, etc. des hommes. Enfin, je pense que tout ça est une question d'éducation. Donc oui, bien sûr qu'ils prennent plus de place parce qu'ils sont élevés d'une autre manière que les filles. C'est l'éducation genrée avec tous les stéréotypes qu'on entretient en tant que parents sans finalement le vouloir. Parce que les autres font comme ça, parce que ça a toujours été comme ça, c'est pas volontaire.
Oui, et même finalement quand on en parle, parce qu'on en parle aujourd'hui, on en a déjà parlé hier et avant-hier dans d'autres émissions, dans d'autres journaux, dans d'autres livres et ailleurs, on a du mal finalement, je dis le on générique, à finalement prendre le pas et se dire peut-être s'interroger sur soi-même, et c'est ce que vous proposez justement avec La fille invisible. Oui, alors je ne sais pas, du coup c'est les enfants qui vont lire, je ne sais pas si les garçons par exemple ça peut les interpeller. En tout cas en tant que parent, moi je suis maman de 3 enfants, je crois aussi que l'éducation c'est une tempête qui arrive quand on a un premier enfant, etc. C'est pas forcément le meilleur moment, je pense, quand on a des enfants pour réfléchir à l'éducation. On est dans le faire. Et donc voilà, je pense que c'est pas évident, que chaque parent essaye de faire au mieux. Voilà. Chaque parent essaie de faire au mieux. Alors tous les 4 d'ailleurs avec des prénoms d'anges, c'est quand même pas un hasard ça, hein? Oui, alors ça c'est parce qu'on s'amuse aussi en écrivant des livres, j'adore les prénoms d'anges, donc voilà, c'est venu comme ça. Oui, enfin quand même, on se dit bon alors finalement est-ce qu'ils sont tous adorables, hyper mignons, ou est-ce que justement c'est pour sacraliser eh bien ces côtés un peu à la fois bagarreurs, je m'en foutiste ou bosseurs, enfin en tout cas voilà comme on peut les imaginer tous au sein d'une famille. Et les parents donc sont pas en reste, hein, et je cite, ils sont absolument banals, mais comme tous les parents se croient exceptionnels. Ouais. Ben, je crois, mais c'est un défaut, je dois l'avoir en tant que parent aussi. On a toujours l'impression, on voit les amis, on se dit que nos enfants sont mieux, qu'on les élève mieux, et en fait pas du tout. Voilà. Donc c'est affreusement banal d'être parent, et en même temps on se trouve toujours un peu exceptionnel. Mais c'est normal, notamment quand les enfants sont petits, ils ont tendance à nous narcissiser beaucoup, ils nous trouvent super, mais c'est faux. Alors, je dis banal, enfin pas tant que ça, parce que la mère, quand même, a quelques dons, si je puis dire, ou en tout cas, imagine qu'elle en a, puisque, eh bien, elle ressent des choses inexpliquées en parlant de l'invisible. Ouais. Alors ça, c'est voilà, ça m'est venu. On crée des histoires, on crée des personnages avec des profils. Ce qui m'intéressait là, c'était de montrer une maman qui était finalement aussi dans une autre dimension, quoi. Il y a le papa qui est ultra rationnel, etc., ancré, et il y a la maman qui est un peu moins ancrée, qui est plus dans quelque chose, voilà, prof de yoga, voilà. Ça m'amusait, c'est un peu... je m'intéresse beaucoup aux féministes, je me considère féministe moi-même. Et en même temps, il y a toute une mouvance féministe avec la question des femmes inspirantes. Enfin, il y a tout ça que j'avais envie d'interroger aussi. Oui, effectivement, ça interroge plein de choses, hein, ce livre, La fille invisible, je répète, donc paru chez Talent Haut. Ça aussi interroge cette question donc, de l'invisibilité, hein, dont on parle depuis le début et qui est le titre du livre. Donc, de cette jeune fille, hein, donc Gabrielle, qui est invisible à la maison, en tout cas qui se sent invisible à la maison comme à l'école, car les filles ne doivent pas trop prendre de place. Exactement. Alors, il faut savoir que moi, à la base, je suis sociologue de formation. Donc c'est important dans la manière dont j'écris des livres aussi, et particulièrement quand j'ai donné des cours à la fac, c'était sur la question du genre. Donc c'est des problématiques qui m'intéressent en tant que sociologue, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. J'ai aussi beaucoup travaillé sur la question du genre sur l'espace public, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc effectivement, cette petite fille, qui devient une jeune fille, n'a visiblement pas trouvé sa place dans sa famille. Or on sait qu'à partir du moment où on ne trouve pas sa place dans sa famille, ça vont découler des comportements avec les autres, avec le groupe des pairs qu'on peut retrouver. Donc en fait, ça va avoir plusieurs conséquences. Donc c'était assez intéressant de travailler là-dessus. Effectivement, à la fin, elle a l'impression qu'elle existe pour personne finalement, à part son chat. Il y a un rêve, hein, et une nuit, donc elle décide de changer finalement. Ce rêve, une fée qui va l'aider à le réaliser. Qu'est-ce qui se passe déjà dans le rêve, ou si vous n'avez pas envie de spoiler, du moins qu'est-ce qui se produit comme effet ensuite qui permet une compréhension meilleure peut-être. Je pense que chaque lectrice, chaque lecteur peut interpréter comme mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est couchée le soir avec un grand ras-le-bol. Et elle a demandé à une force supérieure, comme on peut tous faire quand on a besoin d'être aidé, etc., qu'on l'aide. Et je pense qu'elle n'en a pas dit plus. Et en l'occurrence, là, il y a quelqu'un qui va venir l'aider et qui va utiliser une manière forte qui est, voilà, cette petite fille s'est plainte d'être invisible. Bon, je vais vraiment la rendre invisible pour de vrai. Et elle va voir ce qui se passe.
Oui, parce qu'il y a effectivement ce qu'on imagine pour soi, mais assez peu ce qu'on imagine pour les autres. Parce que la projection, finalement, de la place que l'on prend en tant que jeune fille, et vous venez de le dire, hein, sur cette société où, effectivement, on accorderait plus de place aux garçons. Je le dis au conditionnel parce que, bon, tout à fait. Voilà, chacun ses pensées sur le sujet, mais enfin, en tout cas, c'est le sujet. Mais il y a aussi, effectivement, des faits, et notamment les garçons qui viennent s'isoler aux toilettes, notamment pour pleurer, par exemple. Oui, ben, c'est vraiment, ce livre, c'est pour déconstruire un peu tous les clichés, dans un sens comme dans l'autre. Et effectivement, ce que je voulais aussi montrer à travers le livre, c'est qu'il y a effectivement, il y a des comportements qui ont l'air assez probants de ses frères, qui prennent de la place sur le canapé, etc. Mais il y a aussi tout le film qu'elle se raconte autour de ça, qui ne vient que amplifier la situation. Parce qu'on aurait pu aussi imaginer une petite fille, et il y en a, même si ce n'est pas la majorité des petites filles, qui pourraient exister dans cette famille de garçons. Elle aurait pu faire la loi, elle aurait pu fixer les règles elle-même. Il se trouve que c'est aussi ce qu'elle s'interdit, elle, avec le temps, et sans doute après, qui est renforcé par les comportements au collège, etc. Donc effectivement, c'est dans les deux sens. Il n'y a pas une posture uniquement, on va dire, de personne qui subit. Il y a aussi toujours, après, nous, notre réponse en tant que personne. Et ça, après, c'est... bon, là, c'est la rencontre dans un rêve, mais ça peut être des rencontres qu'on fait dans la vie qui nous font ouvrir les yeux et qui nous disent, mais non, en fait, tu peux faire différemment. Les gens peuvent te respecter. Une personne dans un métro qui prend toute la place, tu peux lui dire que tu veux t'asseoir. Enfin, voilà, c'est... Ce questionnement de la visibilité, il est aussi très intéressant dans cette société où la place finalement des réseaux sociaux est très importante, où la place de notre paraître, si je puis dire, ou notre être, hein, d'ailleurs tout dépend comment on le conçoit, mais sur les images qui sont donc constantes et immédiates d'accès. Est-ce que c'est aussi ça que vous vouliez poser comme point de vue? Oui, et au départ, c'était pas du tout l'idée. C'est après, à travers l'histoire, j'ai découvert en fait que j'allais aussi là-dessus avec notamment une ancienne amie à elle, enfin qui n'était pas vraiment son amie, sa copine voisine, etc., qui est justement une jeune fille qui est dans le paraître. Et j'interpelle aussi un petit peu par rapport à ça, ces questions de paraître, les réseaux sociaux où finalement ses frères vont après lancer l'alerte aussi via les réseaux sociaux et montrer aussi que les réseaux sociaux, c'est pas que négatif, mais c'est aussi négatif, que tout ça est en fait gris et pas noir ou blanc. Voilà, et pas noir ou blanc, parce que là, on voit la position des garçons avec qui prennent de la place, etc. Mais il y a aussi cette posture de la petite fille, en l'occurrence donc Gabrielle, qui explique qu'elle a de la chance parce que ses frères n'ont jamais été méchants avec elle, contrairement à d'autres. Oui. C'est problématique de penser ça ou pas? Est-ce que c'est problématique d'imaginer qu'une jeune fille se dise finalement « Oh, incroyable, ils sont sympas, ils sont gentils ». C'est que ça devrait être naturel. Oui, ça devrait être naturel, bien sûr. Mais en même temps, là, on peut imaginer qu'elle a discuté avec des copines, avec des filles à l'école et qu'elles ont des frères qui peuvent être plus ou moins violents. Enfin, ça, dans toutes les familles. Et puis d'ailleurs, ça peut être aussi les petites sœurs. Hein. Non, mais c'est rentré dans les mœurs, donc du coup. Hein, c'est-à-dire qu'en fait... Mais bien sûr, c'est un peu noir de dire ça, mais le lieu des violences, le premier lieu des violences, c'est dans la famille. Hein. Que ce soit entre frères et sœurs, entre parents et enfants. C'est quand même le premier lieu des violences, malheureusement. Voir dans les yeux de ses parents le fait d'exister, le fait d'être là, d'être présente pour eux. Il y a une phrase qui était forte. Hein. Quand j'ai vu que ma maman me voyait pour de vrai, j'ai senti que je n'étais pas sa fille pour de faux. Mais oui, bien sûr, parce que tous les enfants vivent dans le regard de leurs parents. Ben forcément, c'est nécessaire aussi pour se construire. Et je pense que là aussi, elle se racontait peut-être une histoire et qu'elle avait fini par croire qu'elle était vraiment transparente pour tout le monde. Et donc, voilà, c'est aussi une prise de conscience qu'elle était vraiment quelqu'un, qu'elle comptait autant que les autres. Je voulais pas écrire un livre défaitiste, enfin, ça m'intéresse pas tellement, ça le verre à moitié vide, etc. C'est aussi comment elle prend conscience, elle, de tout ce qu'elle avait pas vu. Et là, on retombe sur la logique de l'invisible avec sa maman. Alors, un livre qui, évidemment, est fait pour les petites filles, mais aussi pour les garçons. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... pour les garçons. Ouais, voilà. C'est vraiment un livre à lire en famille. Et pourquoi pas avec ses parents aussi, pour le regard que les parents portent sur leurs enfants, qu'ils soient garçons ou filles, c'est pas trop le sujet. C'est surtout aussi un message de confiance en soi, finalement. C'est exactement ça. C'est vraiment ça, l'objet de ce livre. C'est aussi qu'à partir du moment où on commence à se faire confiance, on se fait des amis. Enfin, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on attire à soi, ça c'est bien connu,
plus on va avoir confiance en soi et plus on va être lumineux, pour faire simple, plus on va attirer des gens. Et c'est aussi cette histoire d'après de belles rencontres par rapport à une rencontre avec une fée. Lisa Kirivel, merci beaucoup d'être venue sur le Grand JT. Vous êtes donc sociologue et autrice de ce livre La fille invisible, paru chez Talent Haut. Très bon roman que je recommande. La formule magique pour les combien? Pour les 8-12 ans, c'est ça? J'arrive plus à lire, ça y est, c'est fini. Pour les 8-12 ans, mais franchement, on peut aller bien plus loin dans l'âge. Au contraire. Merci beaucoup. Merci à vous. On va retrouver Guillaume pour sa chronique. Nous partons aujourd'hui en Argentine avec Guillaume quand les dessins animés endoctrinent les jeunes téléspectateurs. On va parler d'une chaîne publique qui s'appelle Paka Paka, à destination des 2-12 ans et qui diffusait jusque-là un dessin animé qui mettait en scène Zamba, un petit bonhomme aux couleurs des mouvements populaires argentins. C'était tout simplement de la pédagogie et douce pour apprendre ce que c'est le péronisme. Alors peut-être que ça ne vous parle pas, je vais vous expliquer. C'est un mouvement de masse argentin qui a été fondé dans les années 40, notamment par une figure, Juan Perón. L'idée, en fait, est basée sur le justicialisme. Le concept, en fait, il est censé représenter une troisième voie entre le capitalisme et le socialisme. L'objectif, c'est d'avoir un peu plus de justice sociale. Ce dessin animé avait pour objectif d'enseigner l'histoire nationale pour les enfants avec un accent sur cette justice sociale et aussi différentes références. On pense à Che Guevara ou encore à Evita. Et oui, sauf que prochainement, eh bien, ce dessin animé va changer et devenir pro Javier Milei. Vous le voyez avec sa tronçonneuse là, le président en place en Argentine. Effectivement, il n'y a pas d'âge pour apprendre la politique ou pour faire passer quelques petits messages. En juillet prochain, Paka Paka va diffuser une série qui n'a pas été réalisée justement en Argentine, mais qui vient des États-Unis. Elle a été financée et produite par une fondation, Libertas, installée dans l'Ohio. Son nom, Tuttle Twins. En apparence, c'est relativement banal. Il y a deux enfants qui accompagnent en fait leur grand-mère qui vient de Cuba à travers les âges, les continents pour rencontrer des économistes libéraux et au passage fustiger Karl Marx. Donc on va regarder un premier extrait que je vais vous commenter. Là, en fait, il est question d'argent. Lorsque l'argent dévalue ou lorsque il y a donc un souci, il faut faire de la richesse. On parle là donc de l'inflation. Elle est née du côté de Rome, c'est ce qu'ils expliquent, et il évoque notamment un monstre quand il est question d'inflation, c'est-à-dire qu'il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. On évoque la redistribution. On sait que c'est à l'opposé de ce que fait notamment Javier Milei. On a un autre extrait également. C'est une chanson, cette fois-ci, autour du socialisme, avec des critiques qui sont notamment données, des personnages qui sont tristes, ou encore ce paysage qui est totalement apocalyptique. C'était à la période de Cuba, à l'époque de Che Guevara. C'est sur lui, en fait, que veut taper notamment Javier Milei. Pour lui, le pays a été détruit à cause des guerres et à cause notamment des socialistes. Et puis on voit un personnage, en fait, qui dit « Ah, mais j'en rêvais !» Et justement, l'une de ses enfants dit « Ah, c'était ton rêve, effectivement, de tout détruire. » Donc vous le voyez, c'est une manière, en fait, de mettre en lumière toute une offensive culturelle, tout un manifeste pour les enfants qui sont contre l'État, donner aussi envie de mépriser l'école, de mépriser l'université, de vénérer aussi la crypto-monnaie. On sait que Javier Milei adore les crypto-monnaies ou encore les planches à billets. L'opération est pensée pour imprégner les consciences et ce de manière extrêmement précoce. On rappelle que cette chaîne, c'est pour les 2-12 ans, on évoque déjà l'argent, c'est dire ce qu'il va y avoir comme message. Ce qui peut prêter aussi à sourire, c'est qu'on parle de propagande et d'endoctrinement. Et justement, Javier Milei, pendant sa campagne, avait beaucoup critiqué l'endoctrinement supposé des enfants argentins par le péronisme, ce mouvement dont je parlais, alors au pouvoir à travers donc l'école et à travers aussi cette émission. C'est assez facile de taper sur les uns quand on est le premier à faire la même chose. Alors qu'en pensent du coup les spécialistes de l'éducation ou encore peut-être les médias, surtout qu'on imagine que ça a été vivement critiqué. Oui, ça a été critiqué effectivement, notamment par le quotidien conservateur La Nation. Cette série, elle compte 3 saisons, il faut le savoir. Elle a pour mission la diffusion, je cite, internationale des idées du libéralisme économique extrême, hostile à l'État ou encore à l'ultra-conservatrisme. Sachez qu'il y a aussi Cecilia Veleda, qui est docteur en sciences de l'éducation, qui a été interrogée une nouvelle fois par ce quotidien. On ne peut pas prendre les enfants en otage au milieu de disputes idéologiques d'adultes. Il s'agit d'obsession personnelle du président.
traduite notamment avec des contenus erronés, remplis de mensonges, de discrimination ou encore d'attaques. Ça pourrait nous rappeler un petit peu ce que fait Donald Trump avec ses fake news. On sait que les deux sont également très proches. Autre personnalité qui a réagi, Martine Becerra, qui est chercheur en communication, qui de son côté évoque des contenus importés des États-Unis, créés pour une réalité différente de la nôtre, qui ne reflète ni notre culture, ni notre histoire, ni notre présent. Alors, on va quand même donner un petit peu la réponse de ce qu'a pensé le président Milei. C'est l'un de ses principaux communicants qui a posté un message sur les réseaux sociaux et qui dit « Si l'endoctrinement est de droite, alors ce n'est pas de l'endoctrinement parce que nos idéologies ne sont pas équivalentes. Enseigner le socialisme n'est pas comme enseigner le libéralisme. L'un défend la réalité, je cite, l'autre un fantasme. Enseigner l'un est bien, enseigner l'autre est mal. Chacun se fera bien sûr son avis. Alors il faut savoir une chose, c'est que ça a été donc bien produit par Javier Milei, donc par l'État. Malheureusement, on ne sait pas combien ça coûte de faire cette petite série de propagande. Bon, peut-être qu'on aura les chiffres un jour, mais en tout cas, il est bien parti, l'homme à la tronçonneuse, Javier Milei. Merci beaucoup pour cette info et cette chronique, Guillaume. On va tout de suite retrouver le meilleur de Scoop TV avec le Zap. S'il fallait définir la bibliothérapie en quelques mots, comment... Alors, au sens c'est une question facile, je commence. Je sais que vous n'adorez pas les interviews, mais là, on va y aller. Alors, c'est une méthode d'accompagnement au bien-être pour enfants, adolescents, adultes aussi, par les bienfaits de la lecture. Donc, on va sélectionner des livres qu'on estime, en tout cas, propices à certains bienfaits, à certains sujets. Va s'en suivre une discussion, des échanges qui vont être articulés autour de l'expression des émotions et aussi un temps de créativité. Et ça, c'est en tout cas vous, la bibliothérapie que vous pratiquez, la bibliothérapie créative, parce qu'il y a plusieurs domaines d'application. Il y a la bibliothérapie développementale d'une part, si je vous ai bien lu, et la bibliothérapie clinique. Oui. Alors la bibliothérapie clinique, c'est vraiment au sens strict, la bibliothérapie thérapeutique qui va être proposée par des professionnels de santé mentale, par exemple par des psychiatres. C'est le cas notamment à Paris, avec un psychiatre qui s'appelle Maurice Corcos, qui est aussi auteur d'ailleurs aux éditions Duno, qui propose des ateliers de bibliothérapie à ses patients. Donc il y a d'un côté la bibliothérapie clinique qui va véritablement soigner, on va partir d'un diagnostic pour ensuite sélectionner les textes et travailler là-dessus. Alors que du côté de la bibliothérapie de développement, ça va être beaucoup plus tout public, un peu comme une sorte de bibliothérapie préventive. Et on va vraiment axer sur les émotions, en tout cas pour les enfants, la créativité, une autre façon de s'exprimer en tout cas, qui est non verbale et qui est plus accessible aussi à un plus jeune public. Quelle est sa vision aujourd'hui, la vision en tout cas qui vous guide, vous, chez Sport Religion, après de 50 ans après sa création justement? Alors, initialement, Sport Religion, c'était la rencontre d'une élite et de jeunes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de S à élite et il y a des S avec jeunes, avec Jackie Chazalon et de nombreuses célébrités du sport qui venaient rencontrer les jeunes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça devient très compliqué d'avoir recours à des sportifs de haut niveau pour venir. Par contre, on travaille aujourd'hui sur un encadrement très compétent et diplômé pour encadrer nos jeunes et les amener à faire des vacances sportives. Donc les encadrants sont des sportifs, j'imagine, des anciens sportifs de haut niveau peut-être? Alors, pas des anciens sportifs de haut niveau, ce sont des personnes qui sont diplômées, BPE, GEPS, STAPS, etc. Des diplômes fédéraux qui sont habitués aussi à encadrer des jeunes, bien souvent dans des clubs tout au long de l'année. Mathias, quand vous contactez les établissements, vous leur soumettez des idées de projet ou c'est eux qui, from scratch, vous proposent quelque chose? C'est les deux. En fait, c'est grâce à l'expertise du CEREMA qui accompagne tout au long de l'année les... Le CEREMA, on rappelle? Alors, CEREMA, c'est un centre d'expertise public spécialisé dans la transition écologique. Je vais être chiant aujourd'hui. Qui est partout en France. C'est une très grosse organisation et ils accompagnent du coup les collectivités, les établissements tout au long de l'année, avec plusieurs temps, des réunions de montage, de cadrage. Et en fait, ils leur proposent un référentiel, un répertoire d'actions, et après les différents établissements se saisissent des ressources qui leur sont mises à disposition. Et vous pouvez donner des exemples d'actions? Alors on a les opérations Gros Pull par exemple, on a des pré-diagnostics en marchant. C'est quoi les OP Gros Pull? On baisse le chauffage et on sensibilise les élèves sur le fait que ça consomme de l'énergie de mettre du chauffage. Du coup, on les incite à mettre un gros pull. Et du coup, ça questionne aussi la question du confort.
Qu'est-ce qui est confortable dans un bâtiment? Est-ce qu'on est obligé d'être en t-shirt ou en pull pour pouvoir être en cours et bien suivre les différentes activités? On parle de Alazen, savant perse qui a vécu autour de l'année 1000 après Jésus-Christ, et ça a été le premier à avoir prouvé en fait tout simplement comment se propager la lumière, et surtout c'était le papa de la démarche scientifique. Papa de la démarche scientifique, dont on peut rappeler d'ailleurs les grandes règles. On commence par observer. On commence par observer, ensuite on pose une problématique, c'est-à-dire qu'en fait on définit une question, hein. On va formuler des hypothèses et on va créer une série d'expériences qui vont permettre justement de répondre à cette hypothèse. On a des résultats, on analyse ces résultats et à partir de là on va pouvoir conclure soit on avait raison, soit on s'est trompé. À ce moment-là on refait une hypothèse et on rentre dans un cycle, et c'est lui le premier qui a justement prouvé cette méthode qui est reproductible, hein. C'est-à-dire qu'en fait il écrivait ses protocoles et tout le monde pouvait la refaire et tout le monde pouvait faire ses expériences. Quels sont selon vous les principaux bénéfices, Xavier, du sport chez les jeunes, au-delà bien sûr de la forme physique? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces parents, ces enfants, quand ils sortent de colo avec Sport Religion? Disons que le gros avantage de venir dans une colo Sport Religion, il existe de nombreux camps d'été dans les clubs dans lesquels ils jouent habituellement. C'est tout très bien, mais chez Sport Religion, il y a un élément complémentaire, c'est qu'en fait, les enfants partent de chez eux, partent en colonie de vacances, rencontrent des jeunes de toute la France, sont encadrés avec donc je vous le disais, des coachs sportifs de haut niveau, donc ils progressent différemment, et quand ils reviennent après dans leur club, ils ont vu autre chose, mais il n'y a pas que le sport. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute la partie, c'est la spécificité de Sport Religion qui sont des campus multisports. Contrairement à des académies qu'on peut voir où il n'y a que des footballeurs, que des basketteurs, que des tennismen. Là, en fait, il y a le sport et ensuite toute la partie activité colonie de vacances où les veillées, les repas, certaines activités sont prises avec des jeunes qui viennent d'autres disciplines et ça crée une vraie mixité. Il est dans quel état votre bâtiment à la base ? Alors, on a un établissement qui est plutôt vieillissant. Donc, ça a été un peu compliqué au début parce qu'on s'est dit que faire des grosses économies d'énergie, ça allait être difficile. Alors que moi, par exemple, dans ma salle de classe, à cette époque-là, avant travaux, il faisait 14 degrés l'hiver. Donc, on s'est dit, on a un bâti qui est un peu compliqué, mais bon, quand même, on va se lancer dans quelque chose. Donc, on a vraiment travaillé sur les petits gestes du quotidien qui pouvaient être aussi applicables dans les foyers. Donc, c'est vraiment ça qui nous a insuffler la dynamique, et du coup ça nous a aussi dit qu'il fallait qu'on crée un événement, et c'est pour ça qu'on a participé au prix événement de ActeCubes. Merci à toute l'équipe, c'est la fin de ce grand JT. Merci à la régie et la réalisation aujourd'hui, Romain Luc, le son Thibaut Gorille-Lafont, le maquillage Julie Horner, Laura Girard et Mafer à la rédaction, Guillaume Buan, journaliste sur l'émission. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve, je crois, cette semaine, cher Guillaume. Exactement, je serai de retour demain. Voilà, demain, c'est noté, et d'ici là, on vous souhaite une bonne soirée. À demain, ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec